On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ce futur nouveau règlement sur les pesticides à Saint-Jean. Mais d'abord, lui, il a déménagé, il a une nouvelle boutique, puis il veut maintenant agrandir. C'est Pascal Daoust de 13 Chocolats. Toujours intéressant de voir une entreprise, un commerce se développer, être en croissance, s'agrandir, ouvrir de nouvelles boutiques, et ce, malgré le contexte de la pandémie. Visiblement, les gens ne se sont pas tannés de manger du chocolat, parce que c'est le cas de la boutique 13 Chocolats. Pascal Daoust qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Quand tu as ouvert au Hall, ça date de combien d'années? J'ai ouvert le 22 novembre 2014. 2014. Tu as déménagé ici sur la rue Richelieu quand? En juin 2020, en pleine pandémie, justement. Puis ça a pris 3 mois pour faire les améliorations locatives et tout. Donc, j'ai ouvert le 4 septembre 2020. Et là, du côté de Saint-Bruno, tu es ouvert depuis combien de temps? On a ouvert le 19 août. Ça va faire 3 mois et demi à peu près. Et là, tu annonces que tu veux agrandir à Saint-Jean et prendre le local qui est libre à côté. Il y a eu brièvement une librairie là, qui n'a pas été là très longtemps. Une librairie, bar à jus. Et là, tu t'es dit, bon, le local est libre, je vais le prendre. Bien, tu sais qu'on a hésité de prendre le local qu'on a en ce moment sur la rue Richelieu, au 190 rue Richelieu. On aimait le local aussi à côté. Il était trop petit, c'est-à-dire on a pris le plus gros local. Mais on voulait le prendre un peu. On n'était pas trop sûr. Mais on déménageait en pleine pandémie. On ne savait pas si le monde allait nous suivre dans le Vieux-Saint-Jean. Il y avait beaucoup de doutes. Et le propriétaire nous a fait une bonne offre aussi. Mais pour jouer ça safe, on a décidé de ne pas le prendre, d'aller avec ce local-là. Mais là, avec Saint-Bruno qui a ouvert justement depuis 3 mois, c'est la folie et on a besoin de plus de place. La motivation de déménager des Halles au Vieux-Saint-Jean, c'était quoi déjà? C'était quelque chose. On avait besoin de plus gros, ça c'était sûr à 100 je voulais commencer à faire du bean-to-bar, justement, faire le chocolat directement de la fève de cacao à la tablette. C'est-à-dire, il fallait que je fasse rentrer d'autres machines, avoir d'autres places pour entreposer les fèves. Et au hall, comment que ça se passait, c'était pas la meilleure des affaires. On a essayé pendant peut-être facilement 1 an et demi à essayer de trouver un deal avec les propriétaires. Et ça ne passait jamais rien. C'était difficile, ça ne fonctionnait pas. Moi, j'ai tout le temps aimé le Vieux-Saint-Jean. Ma copine aussi adore le Vieux-Saint-Jean. On stressait un peu, mais il fallait qu'on parte. On a besoin de plus gros. La pandémie dans tout ça, ça a été une bonne ou une pas bonne affaire? Ou si ça vous a donné plus de temps que vous l'auriez souhaité? Ou bref, comment vous avez jaugé la pandémie? C'était quelque chose. Il fallait qu'on bouge. C'était beaucoup de stress parce qu'il fallait qu'on déménage dans un nouveau local. On a visité beaucoup de locales, mais c'était penser un peu en dehors de la boîte, revoir comment que le monde vient au magasin. On a lancé tout de suite notre site Internet, justement en mars-avril 2020. Pour les commandes en ligne. Pour les commandes en ligne. Puis on a commencé à se mettre de plus en plus sur Internet. Mais encore là, quand on a décidé d'ouvrir, il fallait s'adapter, il fallait voir comment les clients étaient. Ça nous a pris un mois et demi à voir comment les clients rentraient, comment ça fonctionnait un peu Mais durant la pandémie, est-ce que les gens ont acheté autant ou moins ou plus de chocolat? Les chocolateries au Québec, ils ont augmenté facilement de 50 à 100 % T'expliques ça comment? Le monde mange leurs émotions. Justement, tu sais, quand ça avait commencé la pandémie, j'ai un ami qui a désolé le terme, une run il met les chips dans les maxi des jeux, et ainsi de suite. Il disait tout de suite, quand ça a commencé, il disait que c'était Noël à chaque jour. Le monde mangeait des chips. C'est pour ça que, justement, beaucoup de personnes ont pris un peu de poids. La bière, le vin, les chips puis le chocolat, tout le monde s'est gâté. C'est pour ça que, justement, les chocolateries, tout ce qui est des produits, c'est sûr, plus haut de gamme, mais le monde veut plus se gâter. Qu'est-ce qui a beaucoup aidé, c'est les affaires locales. Le monde voulait beaucoup acheter local. L'année passée, en 2020 et 2021, tous les réseaux sociaux, TV, journaux et tout, parlaient justement d'acheter local. C'est très important. Ça, c'était bon pour vous aussi. Ça a vraiment aidé beaucoup de commerces. Bon.
On comprend, tu déménages des Halles au Vieux-Saint-Jean, arrive la pandémie, en plus la vente en ligne, les gens mangent plus de chocolat et tant mieux pour vous autres. Vous n'avez pas vraiment été fermé sur de longues périodes? J'ai fermé pendant peut-être 6 jours. Bon, c'est ça. Vous étiez un peu comme essentiel, comme les épiceries. Là, si Oui, bien c'est ça. On a fermé quand M. Legault nous a dit qu'on allait fermer pendant presque un mois. Ouais. Puis ça tombait exactement pendant Pâques. Puis ça m'a tapé. J'ai été malade pendant 6 jours à la maison. Je pensais que j'avais la COVID, mais en fait, j'avais rien. C'était juste le stress et tout. Mais de là à décider d'ouvrir une deuxième boutique dans un marché comme celui de la Rive-Sud immédiate avec Saint-Bruno. Vous êtes situé où à Saint-Bruno exactement? Aux promenades Saint-Bruno. Dans les promenades? Oui, il y a un nouveau centre commercial. Le marché des promenades, c'est ça? Ça s'appelle le CF Marché, Cardillac Fairview. C'est un marché où une quarantaine de commerçants propriétaires qui offrent leurs produits. Ça va de, moi, c'est sûr, c'est chocolaterie. Chocolaterie, macarons, crème glacée, sorbet de base. Mais après ça, ça peut aller pour des produits d'érable, des huiles d'olive, des champignons, des produits à proposer de tomates. Mais cette décision-là était motivée par quoi? T'sais, on comprenait tantôt comment tu expliquais pourquoi vous êtes parti des Halles au centre-ville. Mais quand tu dis, OK, là, la pandémie n'est pas finie, je vais me rouvrir une deuxième boutique à Saint-Bruno. Pourquoi? Bien, moi, je voyais que ça allait très bien, mais l'affaire, c'est que je m'assistais beaucoup avec mon oncle là-dessus. Pour être capable de vendre sur Internet, ça va le plus vers ça, il faut se faire connaître. Juste en restant à Saint-Jean, dans le Vieux-Saint-Jean, le temps de me faire vraiment connaître, de faire connaître mes produits et de tout ce qu'on fait, il me fallait une place plus médiatisée, un peu dans un sens que c'est plus facile à se faire connaître. Tu vises plus large. À partir du moment où tu es à Saint-Bruno, forcément, il y a un bassin de population, un bassin démographique assez important. Promenade, c'est 2 fois, 3 fois plus que la boutique ici. Mais c'est fabriqué ici. Oui, la production reste tout ici. La seule affaire que je fais là-bas, vraiment, c'est le bean to bar. C'est-à-dire, je torréfie les fèves, broie, je fais directement le chocolat avec la machine et je fais aussi mes pralinés là-bas. Mais ça peut paraître quand même assez audacieux de s'installer à Saint-Bruno, où on sait que les pieds carrés sont loin d'être donnés. Ouais, c'est assez coûteux. Il faut que l'affaire soit rentable. Bien, c'est sûr que c'était un guess. On travaille encore beaucoup là-dessus. C'est plus gros qu'on pensait. Puis, avec la main-d'œuvre, c'est un peu difficile. On fait des heures de fou. Mais on avance. On aime ça. Le monde essaie des nouveaux produits. À date, c'est beaucoup macarons, par contre. Mais le monde aime bien. Et là, la deuxième boutique n'était pas encore pleinement ouverte, que déjà, on pense à s'agrandir. Oui. Est-ce que c'est surtout pour le volet production que tu as besoin d'espace? Bien, en tant que tel, à côté de la ville, on n'a pas le droit d'augmenter plus le pied carré pour la production. Parce que les commerces qui sont dans le Vieux-Saint-Jean, il faut que ça soit plus un commerce, une boutique ou ainsi de suite. C'est-à-dire, j'ai juste arrangé plus la production, qu'elle soit mieux placée. Et une bonne partie aussi justement pour les ventes sur Internet, être plus apte à faire des ventes sur Internet. Et là, le deuxième local qui est plus petit, je pense, c'est ça, hein? 700 pieds carrés ou à peu près? Sur le bail, c'est marqué 1000, mais c'est presque 700, oui. C'est ça. Donc, il est plus petit. Oui. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans, au juste, de différent de l'autre à côté? Parce que ça communique de l'intérieur, hein, c'est ça? Okay. Là, c'est ça qu'on a changé le bureau de place de ma copine, qui va être là. On va installer beaucoup de tables, justement, pour travailler, oui, mais j'ai peut-être du monde moi aussi, j'aimerais ça, donner des cours. Je voulais faire ça au hall, mais après 2 semaines qu'on a ouvert, j'ai vu que c'était impossible. C'était déjà trop chargé. En ayant ce nouveau local-là, j'aimerais ça donner des cours, justement, pour des enfants, des familles, des couples, à la boutique directement là, le soir, quand on a arrêté de faire la production, justement. Les clients, est-ce qu'ils vont aller dans les 2 locaux ou on va les concentrer dans un des 2 ou qu'est-ce qui va être de différent de l'un à l'autre? On va se concentrer beaucoup pour la production là et les cours. Le monde n'aura pas accès là directement parce que ça va être un atelier, donc il faut qu'il se présente là avec un filet à cheveux, ainsi de suite, avec un uniforme. Donc, l'accès boutique au public va demeurer où ce que tu es en ce moment? Okay. C'est qu'en tant que tel, on veut l'année prochaine, après Pâques, justement, on va enlever, parce qu'il y a encore des murs. On aimerait ça casser les murs, enlever tout. Oh boy, OK.
et faire un accès aussi pour la toilette parce qu'on va faire une terrasse en arrière, une belle terrasse qu'on va faire, surtout avec la rue Richelieu qui s'en vient en construction. C'est un peu la terrasse que les petits bleuets avaient auparavant. Exactement la même affaire. Donc, tu veux maximiser la terrasse pour que les gens puissent prendre un café, de la crème glacée, du chocolat? La crème glacée va être ouverte bien certainement en été. Mais c'est ça qu'on veut commencer à faire connaître parce qu'avec les travaux qu'on va faire pour sa rue Richelieu, manger une crème glacée, sa rue, pleine de poussière, c'est un petit peu moins intéressant. C'est-à-dire on pourrait envoyer le monde justement en arrière avec l'arbre, avec... OK, donc tu veux vraiment maximiser la terrasse à l'arrière. OK. De toute façon, parlant des travaux, c'est drôle parce qu'on on a réalisé une entrevue pas plus tard qu'hier sur le sujet. On faisait le bilan de la première section. Et dans le fond, ce qu'on comprenait, c'est qu'avec le phénomène des appels d'offres, les travaux ici ne commenceront pas avant 2 ans. Il y a encore 2 ans. C'est-à-dire, on est 2023. Fait que calculez, là, on est en 2021, ça veut dire peut-être printemps 2023. Là. Parce qu'il a dit qu'elle a augmenté ça jusqu'au 2026, fini. Ils auront acheté un autre 3 ans à cause de la main-d'œuvre et les matériaux qu'elle a besoin à trouver. Mais c'est ça. Je vais juste te le dire comme ça parce que moi-même, j'ai été surpris parce que le processus est très, très lent. Ils sont dans le processus là, pour bâtir les appels d'offres. Fait que c'est loin d'être fait. Là. C'est ça. J'aime mieux me préparer un peu d'avance, faire connaître un peu la terrasse, l'aménager, faire ça beau, puis habituer un peu les clients. Bon. Et là, tu l'as dit quelques fois, la pénurie de main-d'œuvre. Comment vous vivez ça au quotidien? Parce que là, vous avez 2 boutiques, vous avez un projet d'agrandissement. Il y a juste 24 heures d'une journée. Il faut toujours bien dormir un peu. Comment ça se vit, la pénurie de main-d'œuvre? C'est difficile. De un, c'est à cause que mon problème, moi, que j'ai de base, c'est qu'il n'y a pas de cours de chocolat, de chocolaterie pour être chocolatier au Québec. Directement, en France, eux, ils peuvent faire un 2 ans en pâtisserie et ils peuvent spécialiser en chocolaterie pour un autre 2 ans. Ici, on passe pour un cours de 13 mois à 18 mois, on passe un beau 2 semaines sur le chocolat. C'est-à-dire, on est loin d'être chocolatier. C'est-à-dire, il faudra que je prenne quelqu'un qui a des bases en pâtisserie et le former. C'est ça. Mais un chocolatier, même moi, je l'ai remarqué. Moi, j'ai été chanceux quand même parce que j'avais travaillé un peu en France. Je faisais déjà beaucoup de chocolat chez nous. Donc, j'ai eu la chance de rentrer dans une chocolaterie à Montréal. Mais être vraiment chocolatier, je trouve que ça m'a pris un bon 3 ans, temps plein, à devenir vraiment chocolatier. Donc, former quelqu'un... un Français quelque part qui a été formé. Ils sont rares. Ils sont rares, hein? Ils sont très rares. Puis on est à Saint-Jean, c'est-à-dire c'est quand même 25 000 habitants. Ils sont à Montréal. OK. Puis ça prend du temps. Mais est-ce que tu cherches beaucoup, c'est quoi, un chocolatier? Bien, idéalement, là? J'ai pas laissé tomber d'essayer de trouver un chocolatier. C'est-à-dire, à date, je vais plus vers un pâtissier qui veut apprendre la chocolaterie ou quelqu'un qui est quand même bon à faire les pâtisseries chez eux puis qui veut apprendre, qui veut aller à long terme. Parce que c'est beaucoup de temps à investir là-dedans. Mm-hmm. Mais c'est difficile de montrer à quelqu'un le souci du produit, de faire attention au produit. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas s'apprendre. C'est avoir l'intérêt d'être minutieux. Ouais. Ça vient ou ça ne vient pas. Je ne peux pas inventer ça. Pascal Daou, merci beaucoup. Félicitations. Surtout bonne chance pour la suite. Surtout bonne santé. Merci. On va continuer de manger du chocolat. D'ailleurs, c'est une excellente idée de petits cadeaux. C'est souvent ce que les gens font maintenant aussi. Ouais. Hein? Petit cadeau local, on arrête chez vous, petite boîte, ça se présente bien des fois quand on arrive en visite. Merci, bonne chance. Plaisir, merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de pesticides. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, après Chanel numéro 5, et voici conseiller numéro 5. Sébastien Godette, conseiller municipal du district 5, qui nous parle d'Écaquet et hache urbaine. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Lemaire.
dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Ça sera bientôt l'hiver, mais ça sera aussi le printemps dans quelques mois où, à nouveau, le sujet des pesticides va revenir à l'ordre du jour. On en parle déjà depuis plusieurs années. Certaines municipalités commencent à se doter de certaines réglementations. C'est le cas ici. Le sujet est discuté à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça l'était avec l'ancien conseil, ça l'est aussi avec le nouveau. Il y aura, semble-t-il, au premier trimestre de 2022, une réglementation qui sera votée par le conseil. Mais il y a des gens qui, en arrière, mettent quand même de la pression pour que ça se fasse et que ça se fasse aussi rapidement. C'est le cas de l'Éco-Alliance, qui regroupe plusieurs organismes du milieu, dont Mme Évelyne Baudry est membre et porte-parole. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous avait vu, donc, je pense que c'était au dernier conseil de ville avant les élections, où on pensait bien que le conseil allait peut-être voter le fameux règlement. Finalement, ça n'a pas été le cas, ça a été reporté. Là, vous êtes revenu à la charge au dernier conseil avec le nouveau conseil municipal, où on vous a dit, écoutez, ça ne se fera pas le 14 décembre, mais ça va se faire au début de 2022. Êtes-vous quand même rassuré par ce que la mairesse Bouchard vous a dit là-dessus? On a beaucoup apprécié son honnêteté. Nous, dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'un règlement doit être adopté rapidement. Fort heureusement, on entend beaucoup de gens, sinon l'unanimité parmi les élus, disant qu'un règlement sera adopté sous peu. Il avait été mis pour 2 mois de nouveau déposé en vue d'être adopté en décembre, donc le 14 décembre. L'idéal serait qu'il puisse être effectivement déposé en décembre. Puis bon, s'il est en janvier, ce sera ça. Bon, moi, j'entends 2 choses là-dessus. La première, et je reviens un peu sur les propos de Mme Bouchard, de dire, écoutez, le 14 décembre, on ne sera pas prêt, parce qu'on veut s'assurer que si on vote un règlement, qu'on sera capable de le faire appliquer. Parce que souvent, les municipalités, même les gouvernements, on vote des lois, on vote des règlements, mais parfois, est-ce qu'on a le moyen de les faire appliquer? Moi, en tout cas, j'entends qu'il y a comme une préoccupation là-dessus, de dire, on va voter un règlement, on veut le faire comme il faut, mais on va être capable de l'appliquer. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on peut avoir une certaine inquiétude à l'idée de se voter un beau règlement, mais de ne pas être capable de l'appliquer dans les faits? C'est très intéressant ce que vous dites là. Le règlement 2040 a été conçu par des professionnels en environnement, des employés de la ville, qui ont consulté le Comité en environnement et développement durable, qui est un comité consultatif sur lequel siègent beaucoup d'organismes environnementaux de la région, ainsi que des citoyens dont je fais partie. Puis ensuite, c'est revenu, ça a été présenté à d'autres experts. Ceux qui ont conçu le règlement ont pu consulter aussi les municipalités qui déjà bénéficient du règlement. On parle ici de 148 municipalités déjà qui ont le règlement contre les pesticides. Donc, le règlement qui est déposé est fait par des experts, des professionnels. Ceci dit, il est accompagné d'une demande qui, effectivement, soutient qu'il doit y avoir un accompagnement des individus, puis, bon, des compagnies qui épandent des pesticides pour faire la transition. Quoi qu'il y en a déjà beaucoup qui ont déjà fait cette transition-là. C'est un mouvement qu'on connaît depuis fort longtemps, même 2001 au Québec. Donc, c'est sûr que les gens de l'industrie ont pu commencer déjà à s'y préparer. Mais effectivement, la Ville va accompagner. Donc, oui, c'est certain qu'il faut avoir des gens pour aider, notamment un inspecteur qui était prévu attaché au règlement. Puis, je suis contente que vous abordiez le sujet. Parce que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une ville qui a 2 employés municipaux professionnels en environnement à temps plein, uniquement. C'est fort en deçà des autres municipalités. Oui. Ce qui a été retenu là, par le nouveau conseil. Là. Oui. Et on verra, il y a un budget qui va être voté. Je ne sais pas si on va inclure une nouvelle ressource, là, mais on comprend qu'on est sous-représenté en termes d'employés dédiés à l'environnement. Voilà. Donc, on a besoin de gens pour pouvoir le faire appliquer, de gens compétents. Puis, il y a aussi une employée permanente, mais qui n'est pas de terrain, qui est plus employée au niveau administratif. Donc, effectivement, ça va pouvoir mettre de l'eau au moulin d'avoir les employés nécessaires, mais ça fait longtemps que c'est prévu au règlement. Ce règlement-là a été conçu il y a 2 ans et ça tardait avant d'être déposé. Donc, c'est loin d'être une surprise pour personne. Puis, c'est la ressource demandée
demandé pour pouvoir être applicable est aussi demandé depuis ce temps-là. Puis on les a, hein, on les a. Il suffit de mettre l'énergie là-dessus, disant ce dossier-là était déjà en branle, même presque terminé. Donc, quand on arrive en poste, on regarde ça, puis on dit on continue. Bon, la deuxième chose que j'entends, ou surtout qu'on a entendu au mois d'octobre, c'est les quelques entreprises qui font de l'entretien paysager, qui utilisent parfois des pesticides, qui disent, écoutez, on n'est pas contre l'idée d'avoir un nouveau règlement, mais donnez-nous un laps de temps pour qu'on puisse s'adapter dans nos entreprises. Des entreprises qui emploient, évidemment, des personnes. Donc, il y a des employés, il y a des raisons d'affaires à ça. Quelle est votre réaction par rapport à ce souci que ces entreprises-là demandent qu'on ait à leur égard? Bien, certainement, il faut penser à tout le monde. Maintenant, comme je vous disais, ça fait longtemps que c'est prévu. On était capable de le voir venir. Puis surtout, j'aimerais qu'on fasse attention pour ne pas mettre tous les employés qui épandent des pesticides, parce que les gens du paysagement sont déjà nombreux à faire preuve du principe de précaution et de ne pas utiliser ces produits-là. Donc, de nombreuses industries sont venues nous voir, puis on dit, nous, là, on le fait, puis on est content que vous alliez déposer un règlement, parce que ça va permettre aussi à tout le monde de pouvoir avoir finalement, que les Joannais vont pouvoir marcher dans les rues où il n'y a pas de pesticides. Alors ça, c'est essentiel de ne pas voir tout le monde comme étant des épandeurs de pesticides. Il y a quelques individus qui peuvent peut-être être réfractaires, puis qui devront être accompagnés, puis suivre le règlement. À la limite, ça va quand même peut-être leur permettre d'avoir un argumentaire à l'égard de leurs propres clients. Autrement dit, le client qui dit « Moi, je veux un gazon vert », et si l'entrepreneur dit « Je veux bien, mais je n'ai pas le droit ». Exact. C'est ça, dans le fond. Mais là, on tombe un peu dans une nouvelle culture populaire à adopter, qui est celle de tolérer le fait que si le gazon n'est pas vert, c'est pas grave. Mais c'est une culture. Hein? On était habitué d'avoir des beaux gazons avant de nos maisons. C'est peut-être plus ça aujourd'hui, la norme. Non. Puis en fait, le fait de pas avoir de pesticides n'égale pas avoir un gazon pas beau. Absolument pas. Même qu'il y a un esprit de fierté là-dedans, d'avoir une certaine diversité. Et si on désire un gazon vraiment très vert, il y a des pelouses faites plus résistantes à ça, sans pesticides, qui fonctionnent très bien. Je connais un paysagiste que, lui, il utilise la sorte Manderley, entre autres, qui a découvert que, finalement, pour quelqu'un qui veut vraiment, comme avant, le gazon tout parfait, ça se fait très bien. Donc, il suffit de trouver, et les gens ont déjà l'expertise là-dedans. Puis, c'est intéressant de voir les compagnies qui s'adaptent. Moi, je les trouve bien, je les trouve souples, puis finalement, ils dégagent une grande fierté à faire ça. Puis aussi, celui qui utilise, qui veut plus ou moins s'occuper de son gazon, on ne sait pas trop comment s'organiser, mais en même temps, il fait appel à une compagnie qui œuvre dans le domaine, puis il est heureux de dire, moi, j'ai ça sans pesticides. Parce que celui qui utilise des pesticides, il le fait pour lui, mais il faut faire attention parce qu'il y a les autres autour, hein? Puis ça commence à être un peu plus gênant en 2021 avec les études qui C'est quoi les dangers reliés aux pesticides? Les dangers sont nombreux et de plus en plus connus. Premièrement, c'est sûr, au niveau de la... En fait, j'ai déposé un document au nom de Éco-Alliance à propos de ça. J'ai utilisé beaucoup d'experts en environnement puis d'experts de la santé. Donc, si vous voulez aller le voir, c'est déposé auprès du greffier pour dire que le 23 novembre, le conseil municipal, donc incluant tous les élus, est au courant maintenant des effets nocifs des pesticides. D'abord, au niveau de l'humain, nombreux. Sur le niveau... Voyez au niveau endocrinien, au niveau nerveux. Les enfants aussi sont plus sujets à développer des maladies, notamment la leucémie, le cancer du cerveau. Et ça, on ne parle pas juste de l'épandage au niveau de la campagne, pas du tout, c'est vraiment au niveau... local, résidentiel. Oui, tout à fait. En fait, le glyphosate, c'est l'herbicide le plus répandu au Québec puis au Canada, encore utilisé lorsqu'il n'y a pas de réglementation. C'est pourquoi on veut le faire interdire. Bien, ce glyphosate-là, il percole partout, en fait. Il se retrouve partout.
il est fait pour détruire, dans le fond, toutes les plantes autour, sauf celle pour laquelle il a été créé, la plante qui a été créée pour cet herbicide-là. Et l'affaire, c'est que ça crée une accoutumance. Donc, on en voit de plus en plus, même si de moins en moins d'individus ou de familles utilisent les pesticides, ceux qui le font, souvent malgré eux, là. Je crois vraiment que c'est de la bienveillance, que les gens le savent plus ou moins, puis bon, ils font épandre, puis n'ont pas trop pris le temps de regarder, mais il faut le voir. Là, les conséquences sont nombreuses pour l'humain, à commencer par les jeunes enfants, mais aussi pour tous les humains, mais aussi au niveau des animaux. Les animaux, notamment les pollinisateurs, qui perdent en fait de la longévité. Ils perdent des repères aussi. C'est important pour les abeilles, notamment, etc. Ils perdent du terrain aussi pour pouvoir se développer. Puis, aussi, ça va dans les eaux. Ça se tient en surface. Donc, il y a un fort taux de toxicité au niveau des surfaces des eaux. Donc, ça fait en sorte que les amphibiens, plusieurs autres espèces aquatiques vont être atteints. Ensuite, ça ruisselle dans les ruisseaux, dans les rivières, dans nos lacs, puis ça atteint les poissons, autres. Puis ça va dans toute la chaîne alimentaire. Regardez les oiseaux. Les oiseaux sont atteints parce qu'ils mangent des insectes. Puis en ayant mangé des insectes, leurs œufs, des fois, ça prend un petit temps là, dans le développement. Leurs œufs sont atteints, la coquille est plus molle, le fœtus développe des malformations, on en voit moins. Donc ça, c'est au niveau des animaux et autres, là. Puis aussi, en fait, c'est de regarder la responsabilité des municipalités là-dedans. Depuis 2001, c'est la Cour suprême du Canada qui a indiqué que oui, c'était aux municipalités de développer, oui, c'est ça, de développer, de protéger sa population. Puis je suis convaincue que Mme la mairesse désire protéger sa population dès cet été. C'est pourquoi on lui demande d'adopter le règlement rapidement, parce que le règlement actuel, il est prévu pour être en application le 1er mars. Vous savez, on va avoir les achats pour les pesticides, mais là, il n'y en aura pas. Mais il faut faire attention pour justement traiter le dossier rapidement. Évelyne Baudry, merci beaucoup. On vous a entendu. Donc, ce message de l'Éco-Alliance qui, certainement, va mettre de la pression à nouveau sur les élus pour que ça se fasse rapidement au début de 2022. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Petit rappel, depuis le 1er novembre et jusqu'au 30 avril à Saint-Jean-sur-Richelieu, il est interdit de se stationner dans la rue la nuit, mais uniquement lorsqu'il y a des opérations de déneigement, comme il y en a une il y a quelques jours. Il est de votre ressort de vous renseigner avant de vous stationner. À demain.